11h tout pile sur CNews, merci encore de votre fidélité. Bienvenue dans Midi News Weekend. Un Midi News Weekend qui est forcément placé sous le signe des élections. C'est donc le jour J, c'est jour de vote en France aujourd'hui. Près de 48 millions de Français inscrits sur les listes sont appelés donc à participer au premier tour des élections régionales et départementales. Des scrutins initialement, je vous le rappelle, prévus au printemps mais repoussés du fait de la pandémie de Covid-19. Un double scrutin qui risque d'être marqué, on s'en doute, par un taux très fort d'abstention. Ce n'est pas nouveau, mais cette fois, on pourrait carrément battre des nouveaux records. On en parle avec Philippe Bilger. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour. Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Jean-Christophe Gallien également présent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue. Stéphane Marchand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Pour l'Écho. Les supporters face au sport business, c'est le numéro 32 de Pour l'Écho. Et je crois que c'est de bon ton, effectivement, pendant 7 euros. On est également avec William Tay. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Sans plus tarder, on va sur le terrain alors que les bureaux de vote ont ouvert, vous le savez, depuis 8h du matin. On prend la direction de la Loire-Atlantique avec vous. Bonjour, mon cher Michael Chailloux. Vous vous trouvez plus précisément à Saint-Philibert de Grandlieu. Ça se trouve à quelques encablures de Nantes. Les bureaux qui ont donc ouvert. Ça arrive au compte-gouttes ? Non, il y a du monde ici, Patrice, à Saint-Philibert de Grandlieu depuis ce matin. Beaucoup de monde même, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a eu une première vague dès 8h. Et puis là, maintenant, vous allez voir derrière moi sur les images de Cédric Manet, il y a un peu de monde un peu partout à l'entrée, avec une salle des sports qui est divisée en deux. Un premier vote départemental au début, et puis ensuite, on passe au régional à l'arrière de cette salle des sports. Du monde aussi parce que traditionnellement dans cette commune rurale au sud de Nantes, on vient plutôt voter le matin avec un petit moment souvent soit avant le marché et la messe ou juste après, c'est-à-dire un petit peu aux alentours de midi. On a rencontré ce matin Apolline qui venait voter pour la première fois. Je vous propose de l'écouter au micro de Cédric Manet. Parce que c'est mon devoir de citoyen et j'ai eu 18 ans en février et en fait juste de recevoir sa carte électorale, ça m'a en fait tout de suite donné l'envie de regarder du moins les candidats et franchement moi je trouve ça normal. J'espère que tous les jeunes ils vont aller se motiver à aller voter quand ils auront 18 ans et voilà. Parce que si on a une carte d'électeur à cet âge-là, c'est parce qu'on a notre droit aussi de choisir quel candidat on préfère. Et voilà, c'est vraiment notre devoir en fait. 6800 inscrits sur les listes électorales ici à Saint-Philibert de Grandlieu qui vont donc venir pouvoir voter ici même jusqu'à ce soir 18h. Quelle question rapide, je vois que le parcours est très fléché, j'imagine Covid oblige, il y a un petit avant-goût de retour à la vie d'avant, parce que vous dites qu'il y a du monde. Alors je ne sais pas si c'est un avant-goût du retour à la vie d'avant, mais en tout cas les gens ici ont pris le pli de ces mesures sanitaires. Le gel hydroalcoolique est obligatoire à l'entrée, le masque à l'intérieur bien sûr comme dans tout lieu public. Et puis on demande aussi aux votants d'apporter son propre crayon, des mesures un peu difficiles évidemment, un peu lourdes, mais comme je vous le disais, qui n'empêchent pas les habitants de cette commune du sud de Nantes de venir depuis ce matin en nombre voter ici même, faire leur devoir d'électeur. Merci beaucoup Michael Chailloux, avec les images bien évidemment de Jean-Michel Decaze. On vous retrouve tout au long de cette journée spéciale sur CNews pour ces élections départementales et régionales. Vous étiez à Saint-Philibert de Grandlieu en Loire-Atlantique. Jean-Christophe Gallien, il y a un petit retour un petit avant-goût de la vie d'avant ou pas? Parce qu'on se souvient de ces municipales où ça avait été quand même chaotique. Les municipales, elles étaient dans un contexte qui était, rappelons-nous, très catastrophiste. On était dans quelque chose qui était proche de l'intensité la plus forte, encore une fois, de la pandémie, dont on ne savait rien. Il n'y avait pas le vaccin, il y avait les épisodes de pas de masque, ainsi de suite. Là, on est dans un contexte... On se demandait s'il fallait les annuler carrément. Exactement, et on aurait pu d'ailleurs se poser la question très concrètement. D'ailleurs, c'est régional, il y a eu grand débat sur le fait que est-ce qu'on les gardait à cette date-là, est-ce qu'on les repoussait encore après l'été. Et là, dans un contexte qui est particulier, parce qu'on sort d'une période d'anesthésie du débat public, donc du débat politique. Il faut le reconnaître, il ne s'est pas passé grand-chose, on n'a pas parlé de sujet, les oppositions ont du mal à s'exprimer, voilà, c'est compliqué. Et donc faire campagne, c'est très compliqué. Et en même temps, on est dans cette petite période-là, cette petite séquence où on a l'impression qu'on approche de l'été des libertés. Vous savez, le président américain il a parlé du Summer of Freedom. C'est une belle formule parce que l'été des libertés, ça veut dire quoi? C'est qu'on va pouvoir ressortir, on va pouvoir s'amuser, ainsi de suite. Et là, on est dans cette période d'amorçage. Donc peut-être que, pour le coup, contrairement à ce qu'on pensait, les élections régionales et départementales vont bénéficier de cet effet-là, c'est-à-dire une réouverture sociale, amicale, je ne sais quoi encore, et donc peut-être politique.
On a aperçu Laurent Wauquiez qui est du côté du Puy-en-Velay, en région Rhône-Alpes. Et là, maintenant, on découvre effectivement à Lille le candidat à effectivement Xavier Bertrand du côté dans le nord, bien évidemment, qui joue très très gros dans le nord, effectivement, puisqu'on sait qu'il va se présenter ensuite à l'élection présidentielle et que c'est conditionné effectivement notamment à cette victoire dans le nord. Beaucoup effectivement de pression, bien sûr, pour le candidat Xavier Bertrand, qui apparaît souriant et pour le moins assez tendu. Philippe Bilger, avec cette journée, bien évidemment, qui est le retour au premier plan de certains nombres de politiques. Absolument. Et par moments, je suis un peu étonné qu'on considère le fort taux d'abstention comme une fatalité, alors que c'est un don de la démocratie. Et au fond, je comprends bien que... C'est-à-dire qu'il y a le vote sanction et l'abstention sanction ? Non, alors justement, certains disent que les Français ont la tête ailleurs, mais on pourrait dire l'inverse, que sortant d'une période très préoccupante sur le plan sanitaire, ils peuvent avoir envie d'exprimer une opposition, une adhésion. Et évidemment, vous l'évoquez, les régionales sont passionnantes parce qu'elles sont un prélude pour certains, à l'élection présidentielle à venir, et en particulier en ce qui concerne Xavier Bertrand. Et je suis étonné que ça ne passionne pas davantage les Français, dont je comprends bien qu'ils ont des soucis plus immédiats à gérer. J'ai la chance de ne pas les avoir. Donc je peux me passionner pour la chose politique, même jusqu'à l'anecdote. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour motiver les Français, Stéphane Marchand ? Ce qui est clair, c'est que la grande période du Covid a été une période très déstabilisante pour beaucoup de gens, notamment pour les jeunes. Notre électorat est extrêmement jeune et on leur parle beaucoup. Et on a vu à quel point ils étaient déstabilisés, à quel point cette période les a poussés à rechercher ce qui est important pour eux, les choses essentielles, les repères. Et de fait, comme vous le dites très bien, Philippe Bilger, les élections, c'est un repère d'une certaine manière. Donc on pourrait espérer qu'il n'y ait pas abstention, mais au contraire, que les gens décident, comme Apolline qui vient de s'exprimer, que les gens décident que c'est le moment de dire quelque chose sur un sujet important. Évidemment, moi, je fais partie des optimistes dans l'existence et je ne suis pas du tout certain que ça va se passer comme ça. Mais c'est vrai que c'est le premier grand rendez-vous public pour les gens qui ne sont jamais sortis. William Tay, est-ce que les enjeux politiques sont assez clairs concernant les départementales et les régionales ? On a l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. En fait, on a du mal à savoir quelles sont les compétences de chacune des différentes collectivités. Mais là où vous posez là une question intéressante, c'est est-ce que ça aura de l'impact pour les Français ? On sait à partir de septembre-octobre, il y a une éventualité de crise économique et sociale, alors que la région a une compétence économique qui est très importante et le département une compétence sociale. Donc, normalement, les Français pourront s'exprimer sur ces sujets-là parce que les collectivités ont un rôle concret en fait dans la gestion de l'après-crise et donc ils ont un intérêt à aller voter. La difficulté pour ces élections-là, c'est que depuis 1983, l'État a décentralisé une partie de ses compétences de plus en plus vers les collectivités locales, alors qu'on assiste à une abstention de plus en plus massive de ces collectivités, alors qu'elles ont un accroissement de compétences. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, effectivement, qui espère reconquérir son siège, qui vote, vous le voyez, elle est partie dans, bien sûr, son bureau de vote, qui espère bien évidemment du côté de Vélizy. Voilà, Vélizy, elle est en train de voter. Valérie Pécresse, vous souhaitiez réagir, mon cher Jean-Christophe Galère? Oui, parce que sur l'abstention, il y a deux niveaux, il y a trois niveaux. Il y a d'abord cette période, encore une fois, qui a largement mis un couvercle sur le débat public, donc ça incite pas, pour le coup, a priori, à s'intéresser. Deuxième point, il y a une campagne qui a été, pour le coup, très sacrifiée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une participation à une élection, qu'on participe ou qu'on s'abstienne ou qu'on ne s'inscrive pas, ce qui était important, c'est le troisième point, mais pour qu'on puisse se mobiliser, au-delà de la compréhension des compétences, il y a l'idée qu'il y a une campagne où on explique les compétences, où on revient sur des choses qui ont bougé d'ailleurs en 2015, que les gens peuvent amener, et puis c'est quoi l'offre politique sur le chacun des terrains. Là, on est dans une situation où finalement, avec cette quasi-campagne extrêmement courte, non avec des problèmes, je ne sais pas qui d'entre vous a reçu les documents électoraux à son domicile. Est-ce que quelqu'un les a reçus? Moi, je ne les ai pas reçus. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un communiqué de l'AMF qui a dit qu'il y avait de graves dysfonctionnements. Sur certaines personnes. Inégalité d'information. Exactement. Et surtout qu'il y a des gens qui préparent à l'avance leur position. Donc c'est une vraie difficulté. Sur le plan de la communication électorale et donc politique, elle a été un petit peu sacrifiée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, après, vous pouvez vous exprimer sur l'offre politique. L'offre politique, là, ce qui est favorisé, c'est comme pour les municipales la dernière fois, ce sont les gens qui sont sortants. Quand on baisse mécaniquement la participation, vous avez
le pouvoir de puissance politique et électorale du sortant est quand même largement amélioré. Donc c'est un vrai sujet. Et ça ne veut pas dire pour autant, vous avez raison, que les gens ne pourraient pas se mobiliser. Ça ne veut pas dire pour autant que l'abstention n'est pas aussi une indication politique de je ne veux pas de cette offre politique en général. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer parce que c'est pas tout à fait vrai. Les élections régionales et départementales, elles ont vu une augmentation de la participation jusqu'à 2010 à peu près. Et ensuite, on a un fléchissement depuis cette période-là, notamment au deuxième tour, paradoxalement, de chacune des élections. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, là pour le coup, est important. On est à un an de la présidentielle. On se jauge politiquement, c'est clairement ça. Maintenant, est-ce que l'offre politique va être achetée, entre guillemets? C'est un vrai sujet. Je vous en parle dans un instant, Philippe Bilger. Le temps de rappeler effectivement que vous découvrez juste en bas de votre écran Xavier Bertrand qui est du côté de Saint-Quentin dans le Nord et puis la présidente de la région Île-de-France qui vote du côté de Vélizy, Valérie Pécresse. Philippe Bilger. La pauvreté, j'allais dire conceptuelle de la campagne des régionales et des départementales vient aussi du fait qu'on a à l'évidence un peu de tous côtés nationalisé cette campagne des régionales. Alors, comme c'est ça. Absolument, oui. Comme si on avait sauté au fond cette haie qui ne passionne pas un certain nombre de gens pour aller déjà dans des perspectives qui sont très proches. Et on s'est approché des élections régionales et départementales peut-être avec l'état d'esprit qu'on aura demain. C'est ni un scrutin totalement de proximité, ni un scrutin totalement national, Jean-Christophe Gallien? C'est vrai. Il y a un entre-deux. Sur le terrain, il y a vraiment ça. Il y a une indication qui n'était pas nationalisante, c'est qu'on a enlevé les étiquettes. C'est-à-dire que les marques politiques qui sont à l'œuvre ne sont pas les marques des partis politiques. Emmanuel Macron, La République En Marche, on les a en indication quand vous inscrivez sur les listes électorales, évidemment, mais enfin, plus de listes de candidatures, mais l'offre politique ne s'est pas exprimée dans les étiquettes des marques politiques qui sont présentes en France aujourd'hui. Donc on a des couleurs qui rappellent, oui, quand vous êtes plutôt écologiste, vous avez des couleurs vertes sur votre affiche, quand vous êtes les Républicains, vous avez quelque chose de bleu, quand vous avez quelque chose qui est plutôt autour du Parti Socialiste, on ne sait plus trop d'ailleurs en général, mais La République En Marche, ça va être bleu aussi. On est dans quelque chose qui, encore une fois, c'est anesthésié en plan national. Ce qui a été nationalisé, c'est le commentaire politique de l'élection, en tout cas le peu de commentaires qu'il y a eu. Mais c'est vrai que sur le terrain, on a effacé les références nationales et on s'est indiqué sur des leaderships régionaux qui, pour certains d'entre eux, sont nationaux. On parle du Nord, on parle évidemment d'Auvergne-Rhône-Alpes avec M. Wauquiez, évidemment en Ile-de-France avec Mme Pécresse. Il y a des ambitions qui sont derrière, sous-jacentes, et qui sont celles de l'aspiration potentielle pour la présidentielle après-dernière. Stéphane. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est la confusion sur les élections régionales. Le paradoxe, ce sont d'énormes régions, encore plus qu'avant, depuis 2015, et pourtant ce sont des nains économiques, au sens, pas des nains économiques. Prenons l'exemple de l'Île-de-France. L'Île-de-France a un PIB de 642 milliards d'euros. Valérie Pécresse a dans les mains un budget de 5 milliards d'euros. 5, rien du tout. Prenez la Rhénanie-Westphalie du Nord, en Allemagne. La région pèse un PIB de 700 milliards d'euros, mais le budget, c'est 65 milliards. Et par conséquent, les gens ont fini par comprendre que le patron d'une région, c'est quelqu'un qui a des moyens économiques dans ses mains extrêmement limités. Et par conséquent, c'est normal qu'on nationalise les scrutins, puisque c'est l'échelon raisonnable qui est tout à côté. C'est normal qu'on nationalise les scrutins, mais du coup, est-ce que ça pose pas de problème, justement, au moment où tous les Français, en tout cas 48 millions qui sont inscrits sur la liste, doivent aller voter? Notamment sur les départementales, dont on parle moins. Encore moins. Et là, on est vraiment un scrutin qui est... Alors, il a une importance politique très forte, parce que c'est là aussi on se jauge en termes de réserve politique après derrière. Ce qui est important, c'est, pour parler d'économie, l'économie de la démocratie, elle part aussi du nombre d'élus. Donc, pour un parti politique qui, pour autant, s'est caché derrière, mais va avoir des élus départementaux et régionaux, c'est très important parce que ça fabrique sa capacité ensuite d'activation politique pour la suite et notamment par rapport aux scrutins nationaux. Donc c'est un peu ambigu. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'en France, la décentralisation n'est pas allée au bout. Si vous regardez les grands États qui nous environnent, effectivement, ils ont un système très décentralisé, déconcentré même en plus en termes de fonctionnement, mais décentralisé en termes d'économie. Vous avez raison de budget, exactement, d'économie budget. Et ce qui veut dire que nous, on a une région qui est la première région d'Europe, l'Île-de-France, pour le coup c'est carrément le cas, et parce qu'il y a Paris au cœur, il y a un centre de points qui concentre une grosse partie des richesses, mais qui en réalité, lorsqu'on la voit par rapport à ces enjeux, vous parliez de transport, d'économie, ainsi de suite, eh ben, c'est très peu de moyens, dont dépend toujours du cordon ombilical d'un État central qui en France adore ça d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on décentralise, mais en même temps on est toujours en train de recentraliser les financements. Si vous avez vu, c'est quelque chose qu'il fait à chaque fois, donc c'est comme si on jouait avec une perfusion. C'est un système, le système français, public en général, qui adore la perfusion, on l'a vu d'ailleurs récemment dans le 12 mois récent, où on subventionne, on adore ça, et comme ça on contrôle, il faut le dire, politiquement et administrativement le pays.
La sécurité, ça fait partie du top 3 des préoccupations des Français. Mais alors là, concrètement, sur le département et sur la région, on sait que ce n'est pas, il faut le rappeler, forcément de la compétence des régions, sauf sur les transports et sauf sur les lycées. C'est un problème, ça aussi. Mais c'est très intéressant, la sécurité, parce que on voit bien le double discours. Vous venez de le rappeler, transport, lycée, une compétence des régions, mais en même temps, je comprends les hommes et les femmes politiques, de quelque bord qu'elles soient, qui tiennent symboliquement, même dans cette campagne, un discours fort sur la sécurité, parce qu'ils savent évidemment que ça va devenir un thème peut-être, sinon exclusif, du moins fondamental de la campagne de demain. Allez, on va sur le terrain du côté du 15e arrondissement de la capitale avec vous, Pierre Barbin, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour, mon cher Pierre, vous êtes dans le 2e arrondissement de la capitale, du côté de Châtelet, à la médiathèque. Est-ce que ça vote ? Eh bien écoutez, Patrice, on va le dire très clairement, c'est calme, bien plus calme qu'en Loire-Atlantique où vous étiez il y a quelques minutes. Depuis le début de la matinée, à peine une centaine de votants sont venus ici pour le premier tour des élections régionales. Il y a 1300 Parisiens inscrits sur les listes électorales dans ce bureau de vote. Ça reflète bien les perspectives des derniers sondages, puisque les derniers sondages justement estimaient que la participation ne devrait pas s'élever au-dessus de 38% pour ce premier tour des élections régionales. Une forte abstention donc que déplorent les votants qui sont venus ce matin. Je vous propose de les écouter. Ils étaient au micro de Pierre-François Altermat. Ça reste un moment important de la démocratie. Et je trouve que les régions, ça devrait être important pour tout le monde, parce que c'est plus proche de nous, que les députés ou même le président. C'est quand même ce qui nous touche au quotidien. C'est important les élections, oui. Autant l'an dernier, bon, pas grave, parce que c'est vrai que les conditions sanitaires n'étaient pas bonnes, mais là, ça va quand même, on est en sécurité. C'est très important. Surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... J'ai peur qu'il n'y ait pas grand monde qui vote. Je ne sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai. Jusqu'à 60% d'abstention pour ce premier tour des élections régionales. À titre de comparaison, lors des dernières élections régionales en décembre 2015, il y avait eu 50% de participation, donc 50% d'abstention. Et je vous le rappelle, dans ce bureau de vote, à peine 100 votants venus depuis 8 heures ce matin sur les 1300 inscrits. Merci beaucoup Pierre Barbin, en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement, à Châtelet, avec les images pour CNews de Pierre-François Altermat. Philippe Bilger, on est d'accord, s'il y a un fort taux d'abstention, un taux d'abstention record aujourd'hui, ce ne sera pas que de la faute du Covid. Non, bien sûr, mais alors, pardon de continuer un peu un raisonnement crépusculaire, je trouve tout de même assez déplorable que on fasse fi de ce cadeau démocratique. Alors, je ne discute pas la nature des partis politiques, ni au fond la préoccupation des Français d'aller ailleurs, mais je trouve véritablement que lorsqu'on a la chance de pouvoir voter, que ce soit pour des régionales ou des départementales, et demain pour la présidentielle, on ne peut pas donner l'impression de traiter avec condescendance ce don qui nous est fait. Il y a quelque chose qui, dans cette abstention, résiste un petit peu à l'analyse. On peut mettre un certain nombre de ressorts qui l'expliquent, mais tout de même, derrière tout cela, me semble-t-il, il y a d'abord une sorte d'indifférence à l'égard de ce que pourrait faire un pouvoir de quelque nature qu'il soit. Jean-Christophe Gallien, on est bien d'accord, il y avait eu un rebond, on l'avait noté, léger, mais un rebond tout de même en 2015. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a quand même une espèce de croissance du taux d'abstention. Il y a un glissement, et il y a un deuxième niveau d'alerte qui est celui de l'inscription sur les listes électorales, qui est préambulaire à la participation, donc à ce qu'on exprime aujourd'hui. Je dirais qu'il y a deux enjeux qui sont posés. C'est encore une fois peut-être ce que vous dites, c'est-à-dire que est-ce que j'y crois ? Est-ce que finalement ces gens qui viennent ensuite aux responsabilités dans un système démocratique, encore une fois, on m'a demandé, et qui sont censés me représenter, finalement sont à l'œuvre et peuvent faire quelque chose sur ce qui me touche moi, ce qui touche le vaste monde, dans un contexte où le global est dans le local et le local est dans le global. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il y a quand même une question sur l'offre politique
qui doit être interrogé. C'est-à-dire que pour le coup, quand il y a abstention, et ça c'est pas propre à la France, quand on est dans un système où, c'est comme vous, quand vous allez dans un magasin, vous avez une offre commerciale pour des produits, ou médiatique, quand vous allumez votre télé, vous suivez sur le téléphone, et vous choisissez, mais parfois vous choisissez de ne pas allumer, ou vous choisissez de ne pas regarder, parce que l'offre médiatique, l'offre commerciale, ou sportive, on est en ce moment dans un moment sportif, ne vous intéresse pas. Eh bien ça c'est important à mesurer, et ça c'était pas suffisamment interrogé. Enfin, il y a un troisième point, c'est qu'il y a aussi sur le plan électoral, et au sens démocratique du terme, je pense quelque chose qui devrait être pris en compte, c'est cette calcul qu'on ne fait pas non plus. Pas d'inscription, abstention et vote blanc est nul. Il faut absolument l'intégrer parce que ça interpelle encore davantage. Et vous verriez à ce moment-là que dans l'expression politique réelle, si vous voulez, on est encore plus loin de ce que vous dites. C'est-à-dire que pour le coup, on croise tous les points. C'est-à-dire on n'y croit plus. L'offre politique nous intéresse moins et on demande presque un renouvellement de cette offre politique, ce qui est un vrai sujet. William Tell est second tour des 2 dernières élections régionales, 2010-2015 comme les départementales. 2011-2015 avait oscillé entre 50 et près de 56% d'abstention. Déjà, à l'époque, ces chiffres vous interpellaient? Participation, 51-56% la dernière fois. Pas d'abstention. De participation, tout à fait. Non, par contre, moi je mettrais juste un bémol sur la question de la participation, c'est que ce qu'on a vu en 2019, c'est qu'on avait une hausse pour la question des élections européennes avec la nationalisation du débat entre le parti présidentiel et le Rassemblement national. Donc en soi, l'abstention... Je vous reprends, pardon, c'est bien l'abstention. Mais c'est bien 50 et 56% d'abstention, parce que là, on parle d'un taux record, peut-être ce soir, qui avoisinerait les 60%. Je reprends mes esprits. Oui, tout à fait. Là, ce qu'on a vu globalement depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est qu'on a une progression de l'abstention de plus en plus forte. Par contre, parfois, en fonction des enjeux, on a une hausse de la participation. On l'a vu par exemple sur la présidentielle américaine. Petit à petit, on descendait. Par contre, on a eu une montée aux élections de 2020. En 2019, lors des élections européennes, on a eu une montée de la participation. Mais en fait, tout dépend de la question des enjeux, tout dépend de la question de faire campagne. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que de plus en plus, dans le narratif qui a été construit en 2021, c'est qu'en fait, les régionales ne sont qu'un test en vue de la présidentielle. Donc, en fait, les gens qui ont intérêt à voter, c'est uniquement les gens les plus politisés qui veulent en fait exprimer une opinion en vue de l'élection présidentielle. Et le Big Bang réalisé par En Marche a encore un peu plus compliqué la donne, j'imagine? Oui, en fait, ça a créé, ça a déclarifié en fait l'offre politique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, quand on a un électeur au niveau local, de faire une distinction entre certaines offres politiques, surtout au niveau local, auxquelles les programmes sont de plus en plus proches entre les différents partis de gouvernement. On peut voir une distinction entre les partis de gouvernement et les partis les plus radicaux, mais on a du mal à voir quelle est la clarification politique entre les différentes offres. Ensuite, après, sur la question de l'abstention, il faut aussi ajouter un point. C'est que ce qui va jouer, c'est à la fois le taux d'abstention et le taux d'abstention différenciés. On n'aura pas le même résultat en fonction que ce soit des jeunes qui participent au scrutin ou ce soit des personnes plus âgées. Ce qu'on a vu au municipal 2020 et ce qui avait faussé la donne le soir du scrutin, c'était qu'en fait les personnes âgées qui participent traditionnellement au scrutin ne sont pas mobilisées le jour de l'élection, ce qui avait conduit en fait à un retrait des voix de la droite. Par contre, les jeunes s'étaient mobilisés de façon plus forte, notamment dans les grandes villes comme Bordeaux, Marseille, et ce qui avait conduit à une poussée des écologistes. Donc en fait, on aura à la fois la question de l'abstention et de l'abstention différenciée. On retourne sur le terrain avec, regardez, Xavier Bertrand, effectivement, qui est candidat dans la région des Hauts-de-France. Xavier Bertrand, Élodie Huchard, vous êtes sur le terrain du côté de Saint-Quentin, qui attend patiemment son tour, visiblement. Oui, exactement. Xavier Bertrand est arrivé un peu après 11h et ça fait donc une vingtaine de minutes qu'il patiente, comme tout Saint-Quentinois qui se rend ici au gymnase Collery. Alors pour tromper l'ennui, je dirais, il a fait quelques selfies, il discute avec les personnes qui patientent comme lui. Alors il est arrivé évidemment sans masque dans la rue, il l'a remis ici pour patienter. Alors je dois dire que la file avance assez lentement, donc il en a encore pour quelques minutes à patienter. Il est arrivé seul avec un membre de son équipe et donc vous le voyez là sur les images de Valentin Casanova, il échange avec les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises en attendant de pouvoir voter. Merci beaucoup, Élodie Huchard. On vous retrouve bien évidemment tout à l'heure, tout au long de cette journée spéciale sur CNews. Une courte pause, on se retrouve juste après. Marine Le Pen s'apprête à voter du côté d'Alain Beaumont. Tout de suite. Allez, de retour toujours en direct sur le plateau de Midi News Weekend à 11h passé de 30 minutes sur CNews, édition spéciale et ça tout au long de cette journée pour suivre au plus près ces élections, ce double scrutin, élections régionales et départementales, puisque 48 millions de Français, je vous rappelle, sont inscrits sur les listes électorales. On fait le point avec Philippe Bigère, qui est magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Jean-Christophe Gallien, qui est politologue, Stéphane Marchand, qui est rédacteur en chef de Pour l'Écho, et William Tell, qui est président du think tank Le Millénaire. Sans plus tarder, on prend la direction de Beauvau avec vous, ma chère Florence O'Kelly. On parlait de ce double scrutin avec, sans doute, on en parle depuis quelques jours, ce risque de taux d'abstention énorme.
Et oui, Patrice, effectivement, et on aura une première idée de cette participation dans 30 minutes maintenant. Les premiers chiffres seront communiqués à midi. Et vous le disiez, cette abstention, selon plusieurs instituts de sondage, eh bien, elle s'annonce record. Le taux pourrait dépasser les 60% d'abstention à la fin de la journée à ce scrutin. C'est énorme. Ce serait une progression de 10 points par rapport au premier tour des dernières élections régionales. En 2015, ce taux avait alors atteint 50,09% des voix. Élevé et pourtant en léger recul par rapport au précédent scrutin des régionales en 2010. Alors pourquoi on s'attend aujourd'hui à ce taux d'abstention record? Déjà parce que bien sûr c'est encore la crise sanitaire qui est dans tous les esprits, ainsi que ce déconfinement encore récent dont on a encore envie de profiter. Mais c'est aussi une tendance de fond depuis 20 ans maintenant à ces scrutins départementaux, régionaux. On aura donc une première idée de l'ampleur de ce phénomène. Je vous le disais, Patrice, d'ici 30 minutes environ avec ces premiers chiffres de participation à midi. Merci beaucoup Florence Okeli depuis la place Beauvau, depuis le ministère de l'Intérieur pour CNews. On retrouve bien évidemment tout au long de cette journée. Vous découvrez en direct ces images depuis Hénin-Beaumont avec la présidente du Rassemblement National qui a voté. Voilà, ça y est, c'est fait. Marine Le Pen du côté de Hénin-Beaumont. Dans quelle mesure ces régionales, Jean-Christophe Gallien, c'est un tremplin pour 2022 ? On se jauge politiquement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un round d'observation. Exactement, on est à moins d'un an, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que pour le coup, dans quelques jours, la campagne officielle, enfin la mesure des effets politiques et électoraux de la campagne présidentielle vont commencer à s'inscrire, c'est-à-dire que ce qu'on va dépenser pour exister. Et donc ça veut dire que là, on est dans un contexte, encore une fois, on le sent bien. Il y a un match qui se joue, un des grands enjeux nationaux et pas régionaux pour le coup, c'est ce rapport de force entre, disons-le, celle qui vient de voter là et sa marque politique, le Rassemblement National, et Emmanuel Macron, qu'on n'a pas encore vu voter, qui lui est sa propre marque politique, La République En Marche, disons-le clairement, là pour le coup sur les régionales, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. Et enjambé. Exactement, et on reste sur sa propre marque. Donc pour lui, l'enjeu, c'est une élection d'intermédiaire, il ne faut surtout pas qu'elle fasse trop de bruit, qu'il n'y ait pas de participation, on jugera que c'est la sortie du Covid, que tout le monde avait envie de faire la fête, bien voilà. Mais on part directement ensuite vers le véritable enjeu. Pour le Rassemblement National, et pour les autres mouvements politiques, on est dans quelque chose qui est plus important, c'est encore cette inscription dans le contexte territorial, départemental et régional. Donc c'est le nombre d'élus, on va se jauger aussi là-dessus. Pour les Républicains, pour le Parti Socialiste, pour Europe Écologie Les Verts, pour la France Insoumise, c'est une manière de savoir où est-ce qu'on est présent et fort, avant même de parler du national. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. Mais le gros enjeu politique, disons-le clairement, c'est... on a un candidat tout à l'heure qui était en candidature, lui, physique au régional, qui, lui, potentiellement, il passe... Il peut se présenter, il passe pas, c'en est fini. D'autres pourraient émerger qui, eux, plutôt, on le voit en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France, pourraient espérer d'ailleurs qu'ils ne passent pas et se retrouver en candidature. Ça, c'est pour la droite. Et puis de l'autre côté, sur les espaces des gauches, on a la France Insoumise, mais qui est très en difficulté sur le plan des sondages présidentiels. Et puis le Parti Socialiste et les autres qui n'ont pas fait pour l'instant un grand pas vers une candidature d'unité. Donc, on en revient à ce que certains estiment déjà la finale, et donc quelque chose qui se jauge entre Rassemblement National et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. William Tay. Ce qui va se jouer aussi pour les élections régionales, c'est que ça va donner une lecture en fait des différentes forces politiques et de leur poids. Ce qu'on avait vu lors des élections de 2015, c'est qu'on avait principalement trois forces politiques, le PS à l'époque, LR et le RN, et ce qui a constitué, en fait, ce qui a permis de voir en fait l'émergence d'Emmanuel Macron, parce qu'il y avait une offre politique qui pouvait émerger entre le PS et la LR. Ce qu'on voit actuellement, c'est que en fait, il y aura plusieurs enjeux. Un à gauche, qui va prendre le leadership à gauche entre la France Insoumise, le PS et Europe Écologie Les Verts. À droite, il y aura un match, du coup, d'opposition qui va être le meilleur opposant à Emmanuel Macron entre LR et le Rassemblement National. Et en fait, ce match-là, en plus de ce que vous avez indiqué de qui peut être potentiellement candidat s'il sort victorieux, ça va donner une lecture des forces politiques, éventuellement un avant-goût de ce qui va se passer aux élections présidentielles et des grandes forces politiques en présence. 11h passées 35 minutes maintenant plus précisément. Vous découvrez en direct ces images depuis Hénin-Beaumont avec Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National qui vient de voter. J'ai mal vu, apparemment, c'est Xavier Bertrand, toujours du côté de Saint-Quentin. Il faut que je chausse mes lunettes, mon cher Jean-Christophe Gallien. Stéphane Marchand, ces élections, ce double scrutin, on dit souvent que ça ne sert pas forcément à grand-chose, à tort. Ça peut permettre, en tout cas, à un an de la présidentielle, de clarifier un peu plus les lignes ?
Oui, il y a 2 études qui sont sorties récemment très intéressantes, l'une par la Fondapol et l'autre par un cabinet de sondage qui s'appelle Elab, et qui tous les deux indiquent la même chose. Il y a une très très forte poussée à droite, très très forte poussée des idées de droite, des sentiments de droite, des revendications de droite, surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. Et le chiffre qui était cité, c'est que la France n'avait jamais été aussi à droite depuis 50 ans, que la gauche était réduite à une portion congrue comme jamais elle ne l'avait été. Ce serait étonnant que ce soir, cette réalité, prouvée par des études solides, n'apparaisse pas du tout. Donc cette poussée de la droite, que sera-t-elle ce soir? Ce sera une poussée du Rassemblement national, ou alors cette réalité sera masquée par un système politique qui ne fonctionne plus? C'est un peu ça la question que l'on se pose, et je n'ai pas la réponse. Philippe Bilger, vous avez la réponse, vous, je sais. Non, pas du tout. J'aime énormément qu'au-delà du savoir technique que je n'ai pas comme notre ami politologue, eh bien, ces régionales constituent soit un droit d'entrée pour la présidentielle, d'une certaine manière, quand on pense à Xavier Bertrand ou à d'autres, ou bien une légitimité supplémentaire qui serait donnée à ceux dont la candidature, déjà pour 2022, est certaine. Et c'est en ce sens-là qu'elles peuvent intéresser le profane que je suis, c'est-à-dire que ces candidats réels ou virtuels vont s'appuyer sur les régionales pour démontrer une crédibilité, une légitimité supérieure, et rien que cela devrait passionner le citoyen. On continue la discussion dans un instant. On va retourner sur le terrain. On va retourner du côté d'Hénin-Beaumont, dans le Nord, avec vous. Envoyé spécial Damien Depardieu. Bonjour, mon cher Damien. On l'a vu. Alors, ça prend pas mal de temps pour un certain Xavier Bertrand, mais pour Marine Le Pen, ça a été très rapide. Oui, absolument. Un vote rapide pour Marine Le Pen qui est venue voter dans son bureau de vote habituel d'Hénin-Beaumont. Elle est arrivée comme prévu à 11h30, accompagnée du maire RN de la commune, Steve Briouat. Elle a glissé son bulletin de vote d'abord pour le scrutin des départementales devant de nombreuses caméras avant de se diriger vers la seconde urne pour le scrutin des régionales. Marine Le Pen qui a prévu de passer toute sa journée à Hénin-Beaumont. La députée du Pas-de-Calais va déjeuner entourée de ses équipes avec qui elle va préparer son intervention de ce soir. Et c'est au QG de campagne qu'elle prendra connaissance des premiers résultats. Elle rejoindra ensuite l'espace François Mitterrand à Hénin-Beaumont. C'est là que se tient la soirée électorale du Rassemblement national. Marine Le Pen y fera un discours, tout comme Sébastien Chenu, la tête de liste du RN dans les Hauts-de-France. Et un proche de Marine Le Pen me le confiait il y a quelques minutes. C'est d'abord le taux de participation que les leaders du parti vont regarder de près dès la mi-journée. En 2015, lors des dernières élections régionales, 54,8% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup Damien Depardieu depuis Hénin-Beaumont, avec les images de Charles Iserman pour CNews. Jean-Christophe Gagnin, un commentaire? Je crois qu'on a... Vous avez posé la question d'un système qui... masque la réalité. Masque la réalité ou au contraire l'exprime. C'est vraiment le vrai sujet. C'est-à-dire que pour le coup, rappelons-nous des dernières élections, on avait eu en 2015 déjà quasiment... Allez, on va le dire, quasiment 2 victoires qui avaient été du feu le Front National, qui avaient été dans un contexte où effectivement abstention de liste de gauche, c'est-à-dire entre les 2 tours, on était sorti du jeu électoral, c'est même pas de l'abstention, mais c'est de l'abstention pour le coup électoral, on est sorti du jeu électoral, et finalement on avait eu quelque chose qui s'est inversé. C'est un système qui effectivement, vous l'avez dit, peut modifier. Alors ça garantit des équilibres, ça garantit une stabilité parfois, encore une fois dans un contexte où les sortants là sont très bonifiés, je dirais, par le fait qu'ils sont sortants et que évidemment pour les autres, pour faire leur place sur le marché électoral, c'est plus compliqué, c'est difficile dans ce contexte-là. On est face à quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il faudra aller chercher plus en profondeur que le simple résultat. Or, malgré tout, il y aura des résultats symboliques, c'est-à-dire s'il y a des performances particulières dans certaines des quelques régions qui restent aujourd'hui, c'est-à-dire on a des changements, défaite de majorité de gauche qui gouvernaient depuis un certain nombre de temps, je pense à certaines régions du sud-ouest en particulier, ou difficultés particulières pour la droite par exemple dans l'ouest, ou en Bretagne, on a quelque chose qui pourrait se passer. Vous voyez, il y a des équilibres qui sont intéressants, qui sont aussi des équilibres locaux, qui malgré le taux de participation très bas peuvent bouger. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est anesthésié, tout est arrêté. Donc on a du national effectivement qui est en tête, comment on s'équilibre sur le plan de la prochaine présidentielle et législatives, mais on a aussi ces systèmes locaux qui sont très importants, qui sont devenus plus importants puisque les régions sont très vastes, et donc la possibilité aussi d'inscrire des gens qui, dans des perspectives plus longues, peuvent devenir non pas dans une baronnie, une féodalité française, si vous voulez, sont des gens qui peuvent potentiellement devenir des opposants ou des alliés, et tout le monde aura besoin d'alliés et d'autres opposants aussi. Philippe Bilger.
Oui, écoutez... Je voulais acquiescer, donc... Non, bien sûr, parce que, encore une fois, je n'ai pas de raison de douter de votre savoir. Si, non. Mais bien sûr, peut-être ai-je tendance, encore une fois, comme profane, à aller trop volontiers vers 2022. Vous voyez, je suis passionné par le destin de certaines personnalités et, encore une fois, j'insiste là-dessus, par le devoir démocratique qui devrait être le nôtre. Tout de même, il me paraît assez regrettable de la part du Français, même si je comprends par ailleurs toutes ces préoccupations qu'il détourne de cette élection. On va voir notre sondage d'ailleurs cracher d'une certaine manière sur ce cadeau. Participation prévisible pour ce soir, regardez mon cher Philippe Bilger, 38%. Plus de 60%. 62% d'abstention. Là, on a vraiment franchi un cap. Oui, parce que c'est un vrai échec démocratique, là, pour le coup. C'est un échec démocratique à la fois national, ne nous le cachons pas, avec un commentaire qui sera très sévère, je sais. Même s'il y a Covid, même si on a besoin de terrasse, même si on a besoin de partir en vacances. Que vous, Philippe Bilger, parce que évidemment, on a cette part de responsabilité. C'est une offrande extraordinaire de pouvoir participer. Maintenant, encore une fois, on est dans un contexte qui ne favorise pas cette expression et il faut le voir dans une ligne plus longue. Sur le plan régional, c'est quoi ces grandes régions par rapport aux citoyens ? Comment finalement elles ont pu aujourd'hui créer une relation démocratique, politique, institutionnelle, territoriale, alors que c'est très important. On a dit les faiblesses que ces nouvelles régions, c'est un échec. Mais c'est compliqué, c'est un échec. C'est un échec pour les politiques qui étaient à la tête de ces régions. C'est un échec pour les communicants publics. Et je ne parle pas de politique, mais de communication publique, c'est-à-dire celles qui rendent la proximité. Qu'est-ce qui fait qu'on comprend leur fonctionnement ? Qu'est-ce qui fait qu'on a accès aux services ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut comprendre la réalité de l'offre qui a été faite, l'action qui a été réalisée ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action. Ils sont responsables de choses très importantes. Mais vous voyez, dans une période touristique importante, les régions sont celles qui, au-delà, et très concrètement au-delà du national, font les campagnes territoriales importantes de ce pays vers l'extérieur pour animer la fréquentation touristique. Personne ne le sait ou suffisamment. Tout ça, c'est compliqué, vous voyez. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on appose sur les régionales je dirais, un prisme national, par exemple, qui pourrait être fait d'une trinité psychologique du genre certains sont indifférents à la chose publique, d'autres méprisent ces politiques, même dans le cas. Et troisièmement, sont tellement désespérés par l'offre politique et le mépris des engagements qu'en définitive, ils n'y viennent pas. Est-ce que les régionales constituent un univers spécifique qui permet d'expliquer autrement l'abstention, ou est-ce que le citoyen, de toute manière, projette sur elle quelque chose qui constitue une désaffection structurelle? C'est clair que vous avez ça, et juste deux secondes, et vous avez ce point qui est essentiel, ça doit être interrogé. C'est-à-dire que l'échec démocratique, s'il est à ce point-là signalé par cette participation, encore une fois, j'insiste sur le fait que les gens ne sont pas inscrits. Ceux qui ne se sont pas inscrits, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la moitié de qui ne s'inscrivent pas, mais on est à un pourcentage de ceux qui pourraient constituer l'offre globale de ce pays, c'est 25%. D'ailleurs, on est quelque chose de très grave, là, pour le coup. On est très loin. C'est-à-dire que quand vous êtes élu, mais c'était la présidentielle, on peut s'inquiéter aussi de ce terrain-là. On a une difficulté démocratique qu'il faut résoudre. Yannick Jadot qui prend la pause, effectivement, si je puis dire, dans un bureau de vote du 10e arrondissement de la capitale, effectivement, le patron d'Europe Écologie Les Verts. Non, pardon, ce n'est pas lui. Mais bon, en tout cas, il sera très certainement candidat, bien sûr, à la présidentielle, Yannick Jadot, qui vote en ce moment. Je vous ai coupé la parole, pardon, Stéphane Marchand. Oui, quand on observe la rage qui est très perceptible dans le pays, cette rage, on l'a vu récemment de manière, je dirais, anecdotique avec la gifle donnée au président de la République. On l'a vu avant avec la révolte des Gilets jaunes, qui a été un moment très très dur autour du pays. Ce serait quand même incroyable que cette rage, qui est visible constamment, même si vous enlevez l'effet Covid, il y a une montée des violences en France qui est considérable, que ça ne s'exprime absolument pas dans les urnes, que ce soit au moment où le pays est le plus enragé, qu'il vote le moins. C'est, je dirais, la faillite ultime du système. Donc là, il y a voter, ça vraiment sert à rien. C'est un peu ce qu'il dit. C'est malheureusement c'est le message que ça enverra. Vous le résumez comme ça? On ne croit plus au vote? Non, c'est aux vertus du vote? C'est plus qu'ils n'ont pas d'adéquation en fait entre en fait leur revendication et par rapport à l'offre politique qui est proposée. Par exemple, qu'on l'a vu comme les Gilets jaunes. Bah oui, exactement, les Gilets jaunes. Mais par exemple, les Gilets jaunes, on a vu dans des pays occidentaux comme le Royaume-Uni et les États-Unis que quand ils ont trouvé une expression comme Donald Trump et Boris Johnson, ils sont partis voter. C'est ce que Brice Tinturier appelle les PRAF, plus rien à faire, plus rien à foutre. En fait, il y a des gens qui sont sortis du système parce qu'ils considèrent que leurs revendications politiques
politiques ne sont pas soit incarnés, soit ne sont pas crédibles en fait dans le champ politique actuel. Et c'est pas forcément une question d'offre politique en termes de nombre, c'est plutôt en termes d'adéquation. Parce que lors des élections européennes, nous avons 10, 15, 20 candidatures possibles. Par contre, le taux de participation est beaucoup moins important que lors de l'élection présidentielle. Et du coup, ça pose une deuxième question, c'est celle de l'adéquation et de l'utilité en fait de l'échelon départemental et de l'échelon régional. Lors de l'élection municipale, nous avons 60, 65, voire 70% de participation, excepté aux élections de 2020. Par contre, aux élections départementales, régionales, globalement, c'est beaucoup plus faible que toutes les autres élections parce que le rôle du président du département ou le rôle du président de région n'est pas clair pour les Français. Vous l'avez dit, le budget est sous-dimensionné par rapport aux autres collectivités locales. Donc les Français se disent, de toute façon, ça n'aura très peu d'impact sur ma vie. Donc il n'y a aucune raison, en plus, si je n'ai pas d'offre politique, que je me déplace pour aller voter pour quelqu'un qui n'aura pas d'impact sur ma vie quotidienne. Est-ce que, au risque d'être provocateur, est-ce qu'il n'y a pas dans cette abstention record quelque chose qui pourrait relever de l'assertion suivante au fond? Est-ce que la politique n'est pas une chose trop sérieuse aujourd'hui pour être confiée à la démocratie classique? Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas l'idée qu'au fond, le peuple aurait envie, d'une certaine manière, de revenir en plein dans l'espace républicain et de prendre en charge l'immensité des problèmes qui se posent pour lui? Stéphane Marchand. Le climat, par exemple. La question que vous venez de poser, Philippe Bilger, sur... Alors, pardon, grave erreur, mon cher Stéphane. Bilger. Ah, pardon. Non, je plaisante. Je m'étais dit, ça faisait 2-3 fois. Non. J'étais étonné. Je rigole, Stéphane Marchand. Pardon. Toutes mes excuses, mais effectivement, il existe des enjeux absolument énormes que les gens ressentent comme tels, et les gens comprennent aussi que ces enjeux dépassent largement les mandats électoraux. Et par contre, le climat est un exemple, l'environnement, la sécurité peut-être aussi du monde, et le fait de retirer ces grands enjeux de la vie politique au sens classique du terme tente beaucoup de gens. Évidemment, c'est une enfreinte démocratique et il y a beaucoup de régimes illibéraux, voire dictatoriaux, qui utiliseraient ces arguments. Mais cela dit, même dans une démocratie libérale comme la nôtre, le sentiment existe que la politique telle qu'elle est pratiquée est inutile, voire contre-productive face à ces grands enjeux. Et une fois de plus, on est dans la confusion. C'est à ce point-là ? C'est à ce point-là ? Oui, le climat, clairement, ne se résout pas à 5 ans. Le climat, ça se résout à l'échelle du siècle. Et le pouvoir joue sur les deux tableaux de manière très ambiguë avec cette convention citoyenne qui est quasiment du vent. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, est en train de voter du côté de Saint-Quentin au moment où l'on vous parle. Il faut se méfier de cette velléité du secteur privé, même dans notre pays, qui pourtant pas le principal pays à répartition secteur privé, de privatiser l'espace du politique. C'est-à-dire que pour le coup, on a besoin d'interventions exogènes, on a besoin d'ouvrir très largement le débat public à d'autres interventions. Mais les Français comme d'autres, et si on élargit le champ, la participation dont on parle là, dès qu'il y a un problème d'offre politique, que vous soyez en Espagne, en Italie, en Allemagne, on est aux États-Unis, je ne parlerai pas de l'Iran qui vote en même temps que nous pour les élections aujourd'hui, pendant ce week-end, vous avez une difficulté de participation. Donc ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui, non pas une faiblesse de l'envie politique et de la croyance politique des citoyens, où que ce soit, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on montre au contraire qu'il y a de plus en plus d'envie politique, qui se traduit différemment. Mais encore une fois, il faut accepter l'idée que peut-être les taux de participation dans les démocraties, parce qu'on regarde cela ailleurs, c'est plus compliqué à élaborer, eh bien, se situe autour de 50%. C'est-à-dire que pour le coup, on accepter en dehors du vote obligatoire qu'on trouve par exemple comme en Belgique, si vous voulez, si vous avez envie que les gens viennent voter, et mesurer la réalité. Il faut prendre le courage politique d'avoir ça. Mesurer le fait et reconnaître le vote blanc est nul, et à ce moment-là, vous allez voir si votre offre politique est achetée ou pas. Là, c'est très concret, parce que derrière, ça veut dire qu'on doit repartir aux urnes, on doit réhabiliter. Donc, plutôt que de partir vers le champ on parlait de climat tout à l'heure, avec la convention citoyenne, tout c'est, si vous voulez, cet univers-là doit être extrêmement professionnalisé et donc très, encore une fois, organisé pour qu'on puisse favoriser une expérience citoyenne qui, pour le coup, soit incontestable, ne soit plus contestée par d'autres. Par contre, l'espace démocratique, il y a quelques règles de système électoral qui peuvent vous permettre très vite, aujourd'hui, ou de favoriser cette expression, de donner la possibilité de s'exprimer jusqu'au bout. C'est un échange, voilà, vous êtes citoyen, vous contribuez, mais il faut venir voter. Ça, c'est la Belgique, c'est pas une dictature. Hein. Et la Belgique, elle vit très bien son système. Ailleurs, c'est 50%. Et la difficulté, c'est cette relation à l'offre politique qu'on décrivait. C'est-à-dire que pour le coup, que ce soit des personnalités, que ce soit les contenus des programmes, quand on les connaît, que ce soit le rythme électoral, que ce soit la manière dont le scrutin favorise. On aurait le système électoral italien aujourd'hui en France.
Vous n'auriez ni Emmanuel Macron, vous n'aurez pas Emmanuel Macron au pouvoir. Vous auriez quelque chose qui se situerait entre Marine Le Pen à dernière élection et M. Mélenchon, lorsqu'il s'est passé. Donc le mode de scrutin, vous l'avez dit, favorise une expression politique. Donc il faut faire très attention. Rapidement. Vous n'avez pas le sentiment que ça n'est pas la faiblesse de l'offre politique qui crée le problème, mais plutôt la politique elle-même? C'est-à-dire qu'au fond, il me semble que depuis quelques mois, court de plus en plus dans l'espace républicain un peu le pressentiment que la démocratie classique ne permettra pas de résoudre les grands défis qui sont les nôtres. Et alors d'aller ailleurs, mais peut-être avez-vous raison. Mais regardez la Covid, c'est l'exemple type du monde tel qu'il est aujourd'hui. On est dans un monde où le global impacte le local et le local impacte le global. L'affaire vient d'une ville de Chine, a priori, comme ça, on va pas aller plus loin Et puis elle impacte le reste du monde, elle l'impacte durablement, elle change complètement ça. Et c'est en permanence ces systèmes-là. Vous parliez de sport business dans votre revue. Je veux dire, l'exemple type est là. Vous avez une version globale avec une Super League, mais la réalité, c'est qu'il y a des résistances locales sur des envies d'avoir des vrais champions. Et on est toujours dans ce conflit-là, à la fois parce qu'on est impacté, mais en même temps on se dit mais comment moi puis-je impacter M. Xi Jinping ou M. Biden? Je ne suis rien par rapport à ça et j'estime que même mon pays ne peut pas y arriver. Voyez, on parlait d'abstention record, vous avez réussi à nous emmener à Wuhan, cher Jean-Christophe Gallien. Exactement. Je vous reconnais bien là. Je vous reconnais bien là, vous restez avec nous. Édition spéciale qui continue bien évidemment avec bon nombre de votants que l'on va suivre dans un instant. Et les premiers chiffres attendus, le taux de participation à midi. On sera en direct depuis la place Beauvau dans un instant avec Florence O'Kelly. Restez avec nous, à tout de suite. 11h passées de 59 minutes, de retour en direct sur le plateau de Midi News Weekend. Merci encore de votre fidélité. C'est donc le jour J, c'est le jour de vote en France. Près de 48 millions de Français qui sont aujourd'hui appelés